Allez en place, s'il vous plaît. Après 20 ans d'interdiction stricte, la France s'ouvre enfin au monde du MMA. Le MMA, c'est le sommet de la pyramide. C'est la quintessence des arts martiaux. Le rêve de tous les pratiquants de sports de combat et arts martiaux, en fait, ils l'avaient créé avec le MMA. C'est un agrégat de pieds-points, de projection et de sol. Il n'y a pas de temps d'arrêt en fait, c'est tu t'exprimes et le meilleur gagne. En mêlant les disciplines, le MMA est l'incarnation même du combat total. C'était un choc. Le MMA a permis de démystifier beaucoup de choses, a permis de montrer ce qui marchait vraiment. Et ça a bouleversé le milieu des arts martiaux et des sports de combat. C'était une révolution. Dès ses débuts, la violence des combats divise. Pour moi, c'est une atteinte à la dignité humaine, qui plus est dans des cages, ce qui rappelle plus les jeux du cirque qu'autre chose. Et c'est dans l'ombre qu'une poignée de passionnés ont permis au sport d'exister en France, jusqu'à sa légalisation en 2020. Depuis 2008, j'ai rencontré tous les ministres des Sports. Si j'ai fait le choix de lancer une procédure de délégation du MMA, c'est pour sa reconnaissance. Longtemps marginalisés, ces athlètes hors normes ont dédié leur vie à un seul but, l'efficacité dans la cage. Il n'y a pas de place pour la fioriture, sinon tu te fais casser la gueule. Voilà, parfois il y a un nez en moins, il y a des bosses. Ça saigne, alors qu'au judo on arrête. Non, là on laisse continuer. Ma propre famille, quand je leur ai dit que je voulais faire ça et en faire mon métier, m'ont pris pour un fou, je pense. Voici une histoire française du MMA, le sport le plus controversé de la planète. Allez-y, je vous en prie. Merci. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Ouais, non, par contre, le sol, il est... T'as pas intérêt d'avoir les pieds mouillés, hein. C'est bien pour garder le sol. Par contre, ça, quand tu saignes, ça tâche bien. C'est ça. À 38 ans, Laetitia Blau s'est lancée un nouveau défi. Championne du monde de judo par équipe et championne de France de lutte, elle repart à zéro en démarrant une nouvelle carrière dans le MMA. Pour son 3e combat professionnel, c'est au Zénith de Paris qu'elle a rendez-vous. Les athlètes français auront attendu plus de 20 ans avant de voir ce genre d'événement sur notre sol. La légalisation marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire déjà très riche des sports de combat en France. La France est une très grande nation de sport de combat et d'arts martiaux en général. Dans les années, on va dire, 60-70, il y a eu cette vague des sports de combat et des arts martiaux asiatiques qui ont eu énormément de succès en France. On a quand même produit des très grands champions dans plein de styles différents. Si on regroupe le taekwondo, le karaté, le judo, je pense qu'on est une des meilleures nations, si ce n'est la meilleure nation du monde. À 17 ans, je fais du karaté, parce que c'était quelque chose de pas trop violent. Oh, j'en avais marre d'être faible et d'être un geek, cloîtré dans sa chambre à regarder les jeux vidéo. Ça me saoulait, donc j'ai fait, vas-y, il n'y a aucune gonzesse qui voudra de moi comme ça. Pourtant, j'étais fort aux jeux vidéo, mais bizarrement, ça leur plaisait pas, donc... Mais je cherchais quelque chose de pas trop violent au début quand même, qui avait une aura d'invincibilité. Donc les karatékas, le fameux cri qui tue, un coup, le mec il meurt. Bon, maintenant on sait que c'est du flan, mais à l'époque, ça résonnait comme quelque chose de véritable. Chaque art martial vivait de son art martial. Ça veut dire que le monde du judo, c'était un monde du judo qui était fermé, qui ne regardait pas ce qui se passait à côté. La question que tout le monde se posait, ou même me posait à moi, et je pense poser à tous les gens qui pratiquaient et qui faisaient de la compétition, qu'est-ce qui se passait si jamais tu rencontrais un karatéka? Toi, t'es là, je sais pas, j'essaierai de pas prendre de coups et puis j'essaierai de l'amener au judo, tu vois. Et je pense qu'inversement, en karatéka, il aurait répondu, j'essaierai de pas me faire attraper parce que sinon je suis mort. J'essaierai de lui envoyer des coups de tatane dans la tête ou des coups de poing dans, voilà. Et la question s'était toujours posée, quoi, sans que jamais il puisse y avoir de réponse, quoi, parce que c'est pas des mondes qui se croisaient. En 1993, la réalité dépasse la fiction. La première édition à Denver de l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, fait l'effet d'une bombe. Un tournoi à élimination directe dans lequel 8 combattants s'affrontent à main nue, sans catégorie de poids, de limite de temps et une absence quasi totale de règles. There
are no rules, no judges scores, and no time limits. La première fois que j'ai vu l'UFC, donc je suis très ancien, mais il n'y avait pas Internet, c'était des VHS. Et c'était une cassette qui tournait. Il y avait les cassettes de porno et les cassettes d'UFC qui tournaient. Et moi, j'ai dit, cette fois-ci, je veux celle-là. And they go. Kathy, what do you think? Let's go. Whoa. I think we're just missing teeth there. C'était un choc. C'était des combats extrêmes où pratiquement tout était permis. 2 hommes rentrent, un homme sort. C'était ça l'idée, la cage. Et quand on dit 2 hommes, un homme sort, on sait comment il sort. Et on sait que celui qui sort pas, ce qui se passe de celui qui sort pas. Il est mort. Donc il y avait cette image-là. Le combat où tous les coups sont permis. Il n'y avait pas de gants et pas de round. Et puis les règles étaient vraiment rudimentaires. On n'avait pas le droit de mordre et mettre les doigts dans les yeux ni dans les orifices. Tu avais le droit de frapper dans les parties génitales. Et puis voilà. Là, il y avait une espèce de violence animale primaire où on avait l'impression que c'était l'instinct de survie qui permettait de gagner, quoi. Donc ça revêt quand même un aspect ultra violent. Hein. Quand tu regardes ça, moi je regardais ça, j'avais des frissons, ça me faisait peur. En même temps, ça me fascinait, quoi. Donc ça m'avait choqué, ça m'avait fasciné. Ça m'avait excité aussi. Et à l'époque, je m'étais dit, ouais, un jour, il faudrait que... C'est ça le vrai combat, un jour, il faut que j'essaye ça. Bah, avant, tu pouvais savoir qui était le meilleur boxeur, qui était le meilleur lutteur. Là, tu pouvais savoir, quand toutes les techniques autorisées, qui était vraiment le meilleur. Et ça, je pense que c'était un peu le rêve de tous les pratiquants de sport de combat et arts martiaux. On avait eu Bloodsport avec Van Damme, qui était un peu le rêve à l'époque, machin, qui semblait un truc un peu fou, irréaliste, puis finalement, ils l'ont fait. Maintenant, il n'y a plus de c'est qui le plus fort entre l'hippopotame, l'éléphant, la girafe. Non, parce que maintenant, on les a tous réunis. Tu fais écoute hippopotame, écoute rhinocéros, écoute girafe, tu fais ce que tu veux. Oui, mais si, non, tu fais ce que tu veux. Tu te tais, tu fais ce que tu veux. Vas-y, frérot, fais. Et puis on va voir qui c'est qui va gagner. Les gens, si on demandait à n'importe qui quel est le sport de combat le plus efficace, pratiquement tout le monde aurait dit le champion de boxe. Parce qu'il y a cette idée du coup de poing du Mike Tyson, quoi. C'est qui représente, on va dire, la puissance, la violence. On dit, mais n'importe qui se fait toucher par Mike Tyson, il est mort. Donc Mike Tyson, c'est l'homme le plus fier du monde. Le plus efficace, c'est pas forcément celui qu'on croyait. C'est pas forcément la boxe, c'est pas seulement un sport où on envoie un coup. Ça peut être également un sport où je te prends et comme un boa constrictor, je vais t'amener au sol, te contrôler et te faire taper sur une soumission qui va être une clé de bras, un étranglement, une clé de jambe. Contre toute attente, c'est la technique et l'intelligence de combat du Brésilien Royce Gracie qui prévaut face à la brutalité extrême des participants. Sans porter de coups et dans l'incompréhension générale, il amène systématiquement ses adversaires au sol et les pousse à l'abandon. Premier UFC, on voit ce Brésilien arriver en kimono blanc. On dit qu'est-ce qu'il va faire contre ce mec là qui fait 120 kilos. Et il a tapé tout le monde les uns après les autres avec une telle facilité que ça a en effet choqué le monde. Et de voir un petit bonhomme battre des mecs qui étaient beaucoup plus lourds, beaucoup plus massifs, beaucoup plus impressionnants, et de pas comprendre les techniques, ça m'a fasciné tout de suite. C'est super violent, mais le mec, sur ce premier UFC, il en sort, mais vraiment sans... Il s'est même pas fatigué, en fait, Royce. Le mec, il fait 80 kilos, il a pas attaché son kimono, il a fait des combats qui ont duré 1 minute 30, et il a battu tout le monde. Que des Golgoth, des trucs... Et là, on s'est dit, mais c'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, tout le monde s'est dit, mais le sol, c'est le sol. Et ça a bouleversé le milieu des arts martiaux et des sports de combat. Pour moi, les sports de combat, c'était forcément des coups ou alors des projections comme du judo et basta. Donc tout ce qui était l'aspect combat au sol, j'ignorais complètement. Je ne savais même pas que ça existait. Et je me suis dit, mais là, si le mec il me rentre comme le gars il fait, là, en m'attrapant les jambes et en s'asseyant sur moi, les techniques qu'on m'a montrées, bah, je sens que ça va pas marcher, quoi. Donc là, j'ai fait merde. Finalement, le karaté, ça marche pas tant que ça. Et ce qui marche, en tout cas a priori, dans une cage, ce sera plutôt le combat au sol, le jiu-jitsu brésilien.
Pour comprendre la naissance du MMA, il faut remonter un siècle avant la victoire de Royce Gracie à l'UFC. Le japonais Mitsuo Maeda, grand nom du judo et du jiu-jitsu traditionnel, débarque au Brésil afin d'aider au développement d'une colonie. Sur place, il se lie d'amitié avec une famille de notables, les Gracie, dont les enfants deviennent ses disciples. L'un d'entre eux, Helio, va développer un style qui lui est propre. Et Helio, un des frères, qui était, c'est ce que l'histoire raconte, hein, qui était un garçon qui avait de l'asthme, je crois, ou en tout cas qui avait des problèmes de respiration, qui était assez chétif, 60 kilos. Les techniques qu'il a vu faire et qu'il a peut-être fait avec les frères, il les a réadaptées pour son propre gabarit. Parce que faisant 60 kilos, il se rendait compte que s'il faisait les techniques telles quelles, il ne pourrait pas. Donc il a travaillé beaucoup plus sur les leviers. Voilà, il a développé des techniques qu'on appelait le Gracie Jiu-Jitsu, et qui est devenu le Jiu-Jitsu brésilien. C'est l'art de combattre au sol. Donc ils ont développé vraiment une technique sur la base du Jiu-Jitsu et du judo. Ils sont concentrés essentiellement sur le sol pour développer vraiment l'art de combattre au sol. Le sol, c'est tellement technique et tellement fort que si on n'a pas la maîtrise, si on ne connaît pas cet art de combattre, quel que soit son niveau, quel que soit son poids, on va se faire soumettre. Il va jouer avec vous. Et donc ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'ils ont amené. Helio veut prouver la supériorité de son art sur les autres styles. Patriarche d'une immense famille de combattants, ce sont ses fils et neveux qui vont se charger de répandre la bonne parole. Ils écument les dojos à travers tout le Brésil, puis la Californie, afin d'en défier les maîtres dans des combats sans règles et les soumettre les uns après les autres. En forme d'apothéose, la domination à l'UFC de Royce, le fils d'Helio, est un électrochoc pour les pratiquants d'arts martiaux du monde entier. En fait, ce qui se passe dans la tête des combattants, c'est la remise en question. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu as compris que les mecs se font tous taper en 1 minute 30 contre un mec qui fait deux fois moins ton poids, et que si c'était une fille, ce serait la même chose, tu dis, il y a un truc qui fait que moi, je fais pas. Et donc, si je maîtrise ce truc-là, je pense que je peux devenir pas mal. Et donc, du coup, j'ai revu toute ma façon de pratiquer parce que je me suis dit, mais en fait, je croyais être bon et je vivais dans le mensonge, en fait. Et c'était important pour moi de vite me remettre à la page pour être un vrai champion avec des vraies techniques. Donc, j'ai tout retravaillé, la lutte, le grappling, boxe, pour pouvoir être efficace. Mais à l'époque, il fallait se bouger pour avoir un peu de technique, d'autant plus qu'Internet n'existait pas. Donc, il fallait acheter des bouquins ou acheter des cassettes en portugais ou en japonais. Je parle pas le japonais, moi, les gars. Les tournois UFC s'enchaînent, évoluent et font office de laboratoire. En combinant jiu-jitsu, lutte et boxe pied-point, les athlètes apprennent à maîtriser toutes les facettes d'un combat. On commence alors à parler d'arts martiaux mixtes. Avec l'instauration de règles et de catégories de poids, le MMA devient une discipline à part entière, celle du combat total. Encore. Pèse sur lui. L'essence du MMA, c'est la victoire par KO ou par soumission. Tu lui tords le bras à la cheville, tu l'étrangles. T'as gagné par soumission. Tu l'as mis une patate, tu l'as couché, KO, tu lui mets des coudes dans les cuisses. Ah, il a tellement mal, ça lui fait des béquilles. KO, voilà. Avec les coups au foie ici, avec les genoux, boum, le foie ici, le plexus, il se tord en deux. On arrête, c'est comme ça qu'on gagne. Alors quand le combat il commence, dès qu'on commence ici, ça va dépendre à qui j'ai affaire. Là, je vois qu'il bouge un peu comme un striker, c'est-à-dire qu'il va vouloir frapper. Ok, donc je vais tourner autour de lui. Hop, je vais descendre ici. Il tombe, je viens sur le côté ici. C'est pas très spectaculaire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je l'ai étranglé. Hop, on est là. Je vais l'obliger à se retourner. Et là, je vais fermer l'étau. Et là, le sang ne montera plus au cerveau. Hop. Clé de bras, extension du coude. S'il tape pas, ça se disloque au niveau du coude. Je vais le frapper ici, il va me repousser avec ses bras. Hop. Et je viens là. Ça se disloque. Clac. Donc il y a plein de techniques très sympathiques. Là, on a disloqué les coudes. Maintenant, on va disloquer des épaules. Hop là, des épaules dans un sens ou dans l'autre. Hop là. Donc on peut tout disloquer. Les poignets, les chevilles, les genoux. Bref, c'est un travail passionnant, le travail au sol.
Donc maintenant, en fait, je vais utiliser ce qu'on appelle le bras de levier. Donc quand il rentre, je vais m'alourdir. Plus j'ai mes jambes loin, plus je serai lourd. Ok? Là, lève-moi, frérot. Boum. Et je le fatigue, il est fatigué. Il re-rentre dans mes jambes. Hop là. Boum, boum. Il se prend des genoux, des coups de poing, des coups de pied. Voilà, je l'ai acculé contre la cage. Ok, là, il est en panique. Il n'a plus qu'une chose à faire, c'est descendre dans mes jambes. Je recule, je mets des coups de genoux, des coups de poing. Ok? Des coups de coude. Là, je vais le frapper. Il va vouloir se redresser. Je vais lui attraper le bras, ici. Je vais continuer à pousser avec ma tête. Je vais essayer de passer ses jambes ici. Toujours ma tête ici. Frapper, frapper, frapper. Pour qu'il explose, pour qu'il panique. Il explose. Hop! Et là, je viens sur le côté. Hop! La clé de bras. Et je casse le coude. C'est vraiment un sport très amusant. Ça, je suis pas sûr qu'on le dit souvent. Mais voilà, quoi. C'est... Ok, frérot, on se bagarre, on fait ce qu'on veut. Et puis à la fin, c'est bien, bravo, t'as combattu. Ouais, j'ai le nez en sang, tu m'as cassé une côte. Mais on s'est amusé. On a pu exprimer notre masculinité primaire sans qu'il y ait de haine, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de haine quand on se bat. Il y a parfois des petits mots pour faire agir l'autre, pour le toucher. Mais sinon, à la fin, on va prendre une bière et puis tout le monde est content. Hein. Les athlètes qui vont combattre, qui se préparent, s'il n'y a pas une éducation martiale avec les valeurs qui sont transmises par les sports de combat et les arts martiaux, c'est impossible de tenir le choc pour combattre à ce niveau-là. C'est impossible. La philosophie des arts martiaux, c'est quoi? Et même c'est écrit dans des livres guerriers écrits par des samouraïs du XVIIe siècle. C'est l'efficacité en combat. Et l'efficacité en combat tout en préservant son honneur. Pour moi, un combattant de MMA, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui rentre dans une cage et qui n'a pas... Il n'y a pas de place pour la fioriture, il n'y a pas de place pour des chinoiseries, il n'y a pas de place pour des choses qui ne marchent pas, en fait. Sinon, tu te fais casser la gueule. À force d'entretenir les gens dans une illusion complète, que tu as fait de l'aïkido, tu peux attraper le poignet du mec au vol, parce que même moi, je suis passé par ces sports-là et on arrivait à m'y faire croire. On te dit le grand maître, 7e dan, machin, tu te dis, bon, le mec, il sait de quoi il parle, tu vois. Sauf que non, en fait, parce que ça n'a pas été testé en combat avec une vraie opposition. Et le MMA a permis ça, a permis de démystifier beaucoup de choses, a permis de montrer ce qui marchait vraiment. Le sport, il s'est développé à travers le monde. Il s'est développé d'une manière extraordinaire à travers le monde. C'est le seul qui, en termes de pay-per-view, a dépassé la boxe aux États-Unis. Il y a eu ce développement à travers le monde qui a été ralenti en France, parce qu'effectivement, en France... Il y a eu un petit hic qui a duré presque 30 ans bientôt, où on a clairement stoppé le développement du MMA en France. Pour moi, c'est une atteinte à la dignité humaine et les coups portés au sol ne sont pas tolérés par le code du sport, qui plus est dans des cages, ce qui rappelle plus les jeux du cirque qu'autre chose. Très vite, la question de la mise en spectacle de la violence divise. Mais c'est d'une seule voix que la classe politique française déclare le MMA illégal, appuyé par une bonne partie de l'opinion publique qui voit ces combats comme une barbarie. Les gens se sont aperçus que c'est quand même assez violent, un combat. Oui, à la fin, tu peux être assis en tapant le mec par terre. On n'avait pas l'habitude de cette image-là. Cette image-là, c'est ce qui a fait beaucoup parler du MMA. Mais nous, pour le vivre, on sait que prendre un coup de poing debout à la verticale ou au sol à l'horizontale, c'est toujours prendre un coup de poing. Si on parle de violence, c'est pas plus violent que la boxe ou le kickboxing ou la boxe thaï. La violence, les gens l'intègrent avec le fait de mettre des coups. Même si moi, la violence, on peut être très très violent avec des mots. Pas besoin de mettre un coup pour être violent. La vie est violente, la vie est super violente, il n'y a rien de plus violent que la vie. Mais c'est important parce qu'on a plutôt tendance à utiliser ce terme pour le lancer sur le MMA et de dire, par exemple, la boxe, nous, on n'est pas violent, nous, c'est le noble art. Voilà. Ou tout d'un coup, on met un mot marketing et qui fait que ça absout le sport de tous les steaks qui se mettent, quoi. La violence, tu prends la caméra, on va se promener et on verra des gens qui sont allongés par terre dans la rue. Voilà, c'est ça la violence. C'est pas deux gars qui font du sport extrême. La violence, c'est bombarder des civils.
Voilà, une petite bombe atomique sur les Japonais. Ça, c'est de la violence. Nous, ce qu'on fait, c'est... On se jette des fleurs à côté. Si les entraînements étaient tolérés, la compétition restait formellement interdite en France, poussant les combattants à s'exiler. Pendant plus de 20 ans, ni fédération, ni diplôme officiel d'éducateur n'ont permis au sport de se développer comme il l'aurait dû. En 2008, Bertrand Amoussou crée la Commission nationale du MMA afin de militer pour sa légalisation. Moi, j'étais déjà dans la démarche de fédérer et de présenter un MMA qui soit éducatif. Parce que j'avais déjà la conscience qu'il y avait la compétition d'un côté, mais que si on ne créait pas une base avec un système où on forme des entraîneurs, le sport ne pourrait pas perdurer. Depuis 2008, avec Roselyne Bachelot, j'ai rencontré tous les ministres des Sports. La question que se pose le ministère, c'est si on autorise cette discipline, est-ce que n'importe quel enfant, ado ou adulte peut aller s'entraîner dans un club et être en sécurité? Point final. Si vous pouvez démontrer ça, allez-y. Sinon, niet. Il a fallu faire la démonstration de ça. Alors que les seules images qu'on a de ce sport, ce sont les images de compétition. C'est là la difficulté. Tu vois, t'as deux mecs qui rentrent dans une cage. Pourquoi une cage? Alors, putain, il va falloir expliquer pourquoi une cage. Pourquoi vous avez besoin de frapper au sol? Donc, se défendre sur tous ces aspects-là. Et de dire, non, mais c'est un sport, vous allez voir, les enfants, ils vont kiffer. Comment ça, ils vont kiffer, les enfants? Il faut la vendre, la salade, hein. C'est pas évident. Alors on s'interroge. Le MMA fait-il vraiment peur à la classe politique? Ou c'est plutôt son développement structurel qui ne serait pas au goût de tout le monde? Quand il y a un phénomène qui vient bousculer ton petit monde confortable, où t'es un peu le roi, tu vois, par exemple, on va prendre le judo, par exemple, au hasard, et que tu vois ce phénomène planétaire arriver chez toi, ce phénomène qui touche à ton monde, c'est-à-dire les arts martiaux, et que tu sais que concrètement, ça peut être un sérieux rival, bah, tu fais tout, quand tu es mal intentionné et que tu penses qu'à ta gueule, tu fais tout pour couper l'herbe sous le pied du nouveau venu. Donc ça a été facile pour eux de nous mettre sur le côté pendant plus de 20 piges. Si je dois citer un nom, une personne qui a vraiment œuvré contre le développement, c'est Jean-Luc Rouget, qui était le président de la Fédération française de judo, considérait que c'était un sport violent, et à côté de ça, se veut le gardien de la morale. Quand vous battez dans la rue, c'est interdit. Et on doit avoir des règles. Et il ne faudrait pas qu'à un moment donné, que le MMA, simplement parce qu'il ne respecte pas des systèmes dans lesquels on a le respect de l'autre, s'il n'y a pas de règles, on ne peut pas combattre. Non, Jean-Luc, je peux pas. Je peux pas vous laisser dire ça. J'étais avec des magistrats. C'est pas possible. J'étais avec des magistrats. Jean-Luc, c'est pas possible. Quand tu es le président d'une fédération qui représente entre 500 000 licenciés et 800 000 pratiquants, écoutez, quand Jean-Luc Rouget dit ce sport, il ne le faut pas en France, eh bien moi je suis ministre, je dis ce sport, il ne le faut pas en France. Parce que lui, il sait de quoi il parle. En gros, nous, la Fédération française de judo, nous disait si jamais vous allez au MMA, vous êtes sanctionné et vous serez radié de l'équipe de France, du judo en fait. C'est limite si on perd, enfin je sais pas, mais perdait notre licence quoi. Et vraiment, c'est le sentiment que ça me donnait, qu'on a tous eu, que c'est plus la peur de perdre des licenciés forcément en judo. Ça, ce travail-là, ça rejoint quoi? La blotte. Ça rejoint exactement ce que je te faisais faire tout à l'heure, ça, et d'avancer la jambe. Ouais, est-ce que Mais tu n'es pas au judo. Je sais. D'accord? Donc il faut accepter de perdre un petit peu de temps. Comprends? 25 ans de judo, ça s'efface pas comme ça. Et en plus, je veux même pas les effacer. Je veux juste que sur la partie striking, tu te comportes comme un striker qui boxe super bien. Mais en fait, c'est faux. Il boxe pas du tout super bien. Mais par contre, le peu que tu fais, c'est fait comme si tu avais fait 15 ans de striking. C'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse 8 milliards de fois. Il faut du temps. Et de la patience. C'est 3 semaines que je bosse. Là. C'est dur de recommencer à zéro parce que vous avez l'impression de repartir du début de la montagne. Vous avez été au-dessus. Et là, d'un coup, on vous dit, faut réapprendre. Faut tout enlever. Enfin, tout enlever, non, parce qu'on le garde. Mais il va falloir réapprendre une autre discipline. On a l'impression ce sentiment d'être nul, vraiment. Et de se dire, mais je vais jamais y arriver. Et on se dit, allez, avec du travail et encore du travail, on peut le faire.
Et là, tu as vu, tu as fait que le bras. Tu sépares les deux coups. Tu ne te sers pas de la puissance et de l'inertie que tu génères. Ça veut dire que tu vas faire gauche et après droite comme ça. C'est une folie de faire ça. Bam, bam. Ça va plus loin, ça va plus vite, ça va plus fort et ça fatigue moins parce que tout le corps est sollicité. Ça, je le fais 200 fois. OK ? Alors déjà, par mon bagage judo, j'ai déjà un bon bagage judo qui fait qu'il y a les étranglements ou les clés de bras. Mais quand je suis au sol, mon objectif, il faut... Et c'est là où on a une réflexion différente dans le MMA, c'est qu'on a les coups. Et que quand on arrive au sol, ce n'est pas juste un travail au sol avec les mains. Il faut aussi prendre le facteur des coups. C'est-à-dire qu'elle va en mettre, elle, même si elle est au sol, et même si moi je suis au-dessus, il va falloir que j'en mette, il va falloir que j'imbrique mon sol avec les coups que je vais prendre et les coups que je vais donner. Par contre, la première fois qu'il lui a fallu donner mon premier coup au visage, je vous assure que je me suis dit « Ah, désolée meuf, désolée, je suis obligée, c'est toi ou moi ». Et là, tu armes, je me vois en plus faire des coups, mais comme une enfant au début. Ah et après, je me dis non, c'est pas ça, on t'a appris différemment. Et là, je me cale, et là, à partir de là, j'arrive à donner des coups. C'est vraiment plus la première fois de ma vie que je frappais quelqu'un et qu'en plus, elle se met à saigner. Donc, ouais, j'y vais. J'y vais, c'est parti. Et là, je vois un peu de sang et je me dis, oh, ça saigne. Alors qu'au judo, on arrête. Non, là, on laisse continuer. Il y a un fantasme autour des coups, déjà. On s'en fait tout un fromage. On se dit, on a une telle empathie envers quelqu'un qui se fait tabasser qu'on se dit, ça doit être terrible. Ça doit faire hyper mal. Finalement, ça fait pas si mal que ça. Et je dirais même que ça fait pas mal du tout, en fait. Parce qu'avec l'adrénaline, on ne ressent rien. Donc voilà, ça passe à la fois par une désacralisation de cette peur, très animale, ma foi, d'avoir peur de la douleur, et en même temps, apprendre les techniques pour minimiser les dégâts. Ouais, quand on me dit quand est-ce que tu as joué la dernière fois ou quand est-ce que tes poulains y jouent, j'ai du mal avec cette notion de jouer parce que c'est pas du jeu, tout simplement. Parce que le combat, c'est pas du jeu. Quand tu combats, tu vas prendre des coups, tu vas prendre des nions, tu sais que tu vas pas sortir indemne de 15 minutes d'affrontement. Quand tu vas rentrer dans une cage avec quelqu'un qui veut t'arracher la tête, tu vas y laisser une partie de ta santé. C'est clair. Tu prends un KO, tu te fais briser le bras, tu te fais étrangler jusqu'à l'inconscience. C'est pas grave. Ce qui nous fait vraiment chier, les combattants, c'est l'honneur. Ça nous emmerde que quelqu'un nous piétine, en fait. Parce que finalement, le mec contre qui t'as combattu, il t'a mis à mort symboliquement. Donc ça fait chier. Parce qu'en gros, c'est un concours de celui qui a la plus grosse. Hein. C'est moi le plus fort. Ma propre famille, quand je leur ai dit que je voulais faire ça et en faire mon métier, m'ont pris pour un fou, oui, je pense. Pionnier parmi les pionniers, avant même que le terme d'MMA n'existe, Mathieu Nicourt fut l'un des premiers Français à oser s'aventurer dans le combat libre à la fin des années 90. Moi, j'étais habité, c'était le but de ma vie, il fallait que j'y aille, etc. Je m'entraînais avec des VHS aussi, des premiers champions de l'UFC. Et je bossais là-dessus, avec des potes qui sont devenus des élèves, avec lesquels j'ai créé mon premier club. Et sur la base de ça, je suis parti en Angleterre. Et c'était la première orga professionnelle en Angleterre à l'époque, qui s'appelait le Night of the Samurais. À l'époque, il n'y avait qu'une seule grosse orga. Donc c'était vraiment le sport qui était en train de se mettre en place. Personne n'avait d'expérience dans le sport MMA qui n'existait pas ou depuis très très peu de temps, mais il avait déjà beaucoup d'expérience dans d'autres sports de combat. On m'a dit tu vas te faire tuer machin, puis je me suis dit bon bah je tente.
And even though Corville will know he shouldn't turn, he will turn. Here he goes, here he goes. Give him half an inch. He's got to defend that. And he's turning, yeah. There he is, his angle and... Et j'ai remporté le combat. Mais voilà, alors que bon, je pense qu'il me faisait venir comme un faire-valoir quoi, par rapport à l'anglais. Mais j'ai gagné. Et puis je suis retourné en Angleterre 2 fois, 3 fois. Puis là, pareil, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai un peu fait le tour. De toute façon, des organisations, t'en avais très peu à l'époque. Et il y avait une grosse orga qui s'appelait l'IFC. C'est une des plus grosses organisations nord-américaines à l'époque, qui organisait au Canada et aux États-Unis à l'époque. Pareil, je suis allé voir l'organisateur avec les VHS, machin. J'ai fait ça, j'ai gagné championnat d'Europe en Angleterre, machin. Du coup, ils m'ont inclus dans le tournoi des poids légers. Et là, pareil, j'étais le gars qui venait d'Europe, de France. C'est pas que je ferais un gros truc, ça faisait un truc, si tu veux, ben voilà, pour le coup, on a fait venir un Français, quoi, voilà. Et puis j'ai gagné le tournoi. Trying to mix it up anew, and here we go. Nestor turns it around quickly with Nikul starting the attack now. Nestor gets slammed by Nikul. Going to that armbar now. I told you to watch those legs. Nestor is going to turn up. Nikul going from one submission attempt after another. And he's getting it. Look at that. It's a tap out. Il y avait très peu de Français qui combattaient à cette époque-là, très peu de Français qui avaient eu des résultats à l'international. Ça m'a permis voilà, de me faire médiatiser avec les médias de l'époque. Hein. C'était les magazines spécialisés en arts martiaux et sports de combat. Et puis voilà, de développer ma salle, que des élèves viennent, de développer mon club. Et j'ai pu vivre comme ça à la fois des combats, des retombées et finalement du développement de mon club. À un moment donné, les Français à l'UFC ou dans les grosses organisations de MMA, c'était la petite pièce exotique, tu vois. C'était le petit truc qui sort de... Parce qu'il n'y avait personne, en fait. Et donc, tu vois, ça a été compliqué à l'étranger de faire son trou, de faire une réputation. On nous a pas facilité le chemin, ça c'est sûr et certain. Quand moi, je débarque à l'UFC, on m'a mis le numéro 10 mondial. On m'a pas pavé un chemin facile. En se disant, de toute façon, il vient d'une nation où le sport n'est pas reconnu. Le fait d'être pionnier dans un sport, d'être parmi les premiers à faire ça, à se lancer dans cette aventure-là, où je savais, je pressentais que ça allait devenir un gros truc, c'est quelque chose qui est grisant aussi. C'est toujours grisant d'être un pionnier. J'imagine que Christophe Colomb a plus kiffé que nous maintenant quand on va à la Barbade. Mais ouais, les nouvelles générations ne se rendent pas compte. Maintenant, ils vont combattre. Pour eux, bon, ça va, c'est normal. Mais nous, il y avait une inconnue derrière tout ça. On ne savait pas vraiment ce qui se passait. Les règles, parfois, elles étaient bizarres. Parfois, tu avais le droit au coup de boule. Parfois, tu avais le droit de sauter à pieds joints sur la tête du gars. Bon, on ne savait pas où mettre les pieds. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cadré. Donc, tant mieux pour eux. Hein. Mais nous, on a essuyé les plâtres. Mais je l'ai fait avec grand plaisir. Le mot d'ordre, la fluidité, d'accord? Entre le moment où je boxe et le moment où le mec il est au sol, il faut que ça soit le plus fluide possible. On est prêt? Allez, c'est parti. Cyril Diabaté est une légende des arts martiaux mixtes français. Boxeur de classe mondiale, il fut l'un des rares Français à rayonner sur la scène internationale en MMA, avec une trentaine de combats pour les organisations les plus prestigieuses. À l'époque, une légalisation du sport aurait sans doute fait de lui une star auprès du grand public. Moi, j'aurais préféré ne pas être le pionnier et faire partie de cette génération d'aujourd'hui de combattants français qui peuvent signer à l'UFC ou Bellator ou je ne sais quoi, et puis d'être reconnus comme des combattants, et puis revenir ici, puis passer à l'équipe magazine. Moi, j'ai pas eu tout ça. J'ai pas eu, je passais pas au JT, je passais pas parce que entre guillemets, j'étais un pionnier. Et, j'aurais voulu combattre à Bercy, j'aurais préféré faire partie de cette génération-là. Cette nouvelle génération a pris d'assaut la planète MMA à une vitesse fulgurante. Avec 2 ans d'existence légale, la France compte déjà des titres dans les plus grandes organisations. Francis Ngannou, Cyril Gane,
ou Morgan Charrière, 26 ans et sacré champion en 2010 du Cage Warriors en Angleterre. Depuis que j'ai 16-17 ans, je m'entraîne quand même d'arrache-pied. J'ai raté beaucoup de choses dans ma jeunesse à cause de ça, parce que j'ai choisi d'aller m'entraîner pour peut-être réussir à faire quelque chose, et c'était vraiment pas sûr vu comment le MMA il évolue en France, vu comment on était traité, etc. Mais voilà, je me suis dit, je me lance dans ce truc, je vais le faire vraiment. J'ai tout de suite compris que juste être sportif pour en vivre, c'est pas suffisant. En tout cas, en France, c'est très compliqué. Il n'y a pas d'argent, on gagne très très peu. Sauf si on est champion UFC ou je sais pas quoi, là ok. Mais sinon, même champion Cage Warrior, on ne gagne pas assez pour faire que ça. Donc j'étais obligé de travailler à côté, j'ai essayé de travailler en même temps et tout. C'est pas possible d'être performant et d'avoir un travail. Du coup, à un moment, je me suis dit, faut que je fasse tout moi-même. Et donc j'ai monté ma société. Comme ça me permet de m'entraîner et quand je m'entraîne pas, de travailler. Là, on a 112 000 personnes qui suivent notre aventure dans le MMA et pas que. Et on fait une série qui s'appelle En route vers l'UFC. Donc l'objectif c'est de signer à l'UFC. Donc ça fait déjà, je pense, 2 ans qu'on est sur la série. Parce que j'ai toujours pas signé à l'UFC malheureusement. Et donc on leur montre le quotidien d'un combattant et comment je fais pour me préparer. Après t'as les vidéos quand on va combattre. Là il y a la vidéo de mon avant-dernier combat. Côté UFC, c'est un truc important, mais c'est pas une fin en soi, en fait. Y a plein d'autres organisations. La plus prestigieuse, c'est l'UFC, celle où on peut faire le plus de choses, marquer le sport, etc. C'est l'UFC. Mais il y a d'autres organisations à côté qui sont en train de se développer, qui sont en train de faire d'autres choses. Le MMA, c'est un sport très jeune. Le sport, il a 30 ans au maximum. Donc, il y a tellement de choses à faire encore. Mais bon, l'UFC, c'est quand même joli. C'est toujours l'objectif, je pense, de la plupart des combattants. Mais ouais, l'UFC, c'est quand même la finition, le Sagral, comme faire les Olympiades pour les sports olympiques, en fait. Faire les Jeux olympiques, c'est la continuité des choses pour tout athlète qui commence un sport olympique. C'est je veux faire les Jeux olympiques. Bon, pas une grosse partie. Et moi, c'est je veux aller à l'UFC. Si tu veux vivre du MMA aujourd'hui, il y a peu d'organisations, je pense, qui peuvent proposer ce que propose l'UFC. Clairement, l'UFC, c'est un peu là où tout le monde veut aller, je pense. Ok, c'est parti, face à face, Chabot. Le Graal de l'UFC, Benoît Saint-Denis le touche en octobre 2021. Jusqu'alors invaincu en 8 combats, il est recruté par l'organisation américaine pour un combat en dernière minute. Son surnom, God of War, lié à son passé de soldat, va alors prendre tout son sens. J'étais au premier PMA, qui est le régiment des forces spéciales françaises de l'armée de terre. En fait, moi, j'ai toujours aimé combattre. Je me suis engagé dans les opérateurs des forces spéciales parce que ma philosophie de vie, moi, je veux gagner ma vie en combattant. Donc, que ce soit au sein de l'armée ou en tant que combattant de MMA professionnel. En fait, je me suis retrouvé à me projeter sur le MMA. J'ai quitté l'armée à l'issue de mon contrat de 5 ans. J'ai rejoint Daniel Warin et je suis devenu combattant professionnel de MMA à temps plein. Nous, Français, si on veut avancer dans notre carrière, on est un peu poussé à prendre des risques. Pour moi, c'était une aubaine. Après, voilà, ça a été un combat dur. Je savais qu'il fallait faire le combat parfait parce que le mec est très expérimenté, plus lourd. J'ai réussi à l'amener au sol, mais il a réussi à se relever rapidement. Donc du coup, ça s'est passé debout. Debout, j'avais mes cartes à jouer aussi. Ça a été une grosse guerre. Il m'a touché au deuxième. J'ai été touché à la tempe sur un crochet et j'ai perdu mes appuis, donc j'avais du mal à donner du répondant puissant, ce qui a fait qu'il a pu accélérer et essayer de me finir pendant pas mal de temps. Ça a été 2 minutes extrêmes, mais après le combat s'est rééquilibré de nouveau. D'ailleurs, le 3e round est équilibré. Clairement, moi j'ai servi de faire valoir pour l'UFC à ce combat-là. Mais c'est une fierté parce que j'ai réussi à rentrer et maintenant je vais leur prouver qu'ils ont tort de penser que je suis qu'un faire-valoir. Cette image de faire-valoir, les Français s'y étaient habitués. Pendant des années, il a fallu combattre à la fois dans la cage et face aux institutions afin d'être reconnu. On voulait aussi une structure fédérale
pour nous chapeauter, pour nous encadrer. On voulait des diplômes, on voulait les mêmes choses que les autres, en fait, tout simplement. Avoir le droit d'exister, avoir des compétitions sur le sol français, pas être jeté en pâture aux autres nations parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens qu'eux. J'avais une section de MMA au Racing Club de France et il y avait une certaine Laura Flessel qui s'entraînait en escrime. Et Laura est en fin de carrière et un jour elle vient me voir, on se croise dans les couloirs et elle me dit j'ai envie d'essayer le MMA. Je dis ah bah tiens, pourquoi pas, tu penses que ça pourrait me... Je dis oui, mais écoute, viens, on fait une séance et puis on verra ce que ça donne. Et donc elle vient avec 4 autres nanas de l'équipe de France et son entraîneur. Et je commence à les faire travailler sur la lutte, sur le sol et également sur le pied-point. Et là, mais elles sont ravies. On fait une dizaine de séances. Et voilà, donc si je parle de Laura, c'est que quand elle est devenue ministre des Sports, parce qu'elle est devenue ministre des Sports, elle m'a appelé. Elle a fait Bertrand, je vais t'aider à légaliser le MMA. On devait aller vers une légalisation en septembre 2017 à la fête du sport, présenter le MMA et annoncer une légalisation du sport. Le 6 septembre, je crois que c'est ça la date, le 6 septembre, elle démissionne. Laura a démissionné. Fini. Mais MMA terminé. Ça fait 15 ans, c'est terminé. Et là, je me dis... Et ça va assez vite, en fait, parce qu'elle démissionne le matin. Elle démissionne le matin et la nouvelle équipe arrive en milieu d'après-midi. Et donc, pendant tout ce temps-là, on ne sait pas qui sera ministre. On apprend, en fin d'après-midi, que c'est Roxana Maracineanu. Et là, voilà, on attend. Ouais, ok, c'est la même génération que Laura, une génération plus jeune. Mais qu'est-ce qu'elle pense des sports de combat? C'est une nageuse, on ne savait pas. Très vite, à mon arrivée au ministère, on m'a demandé si j'allais enfin légaliser le MMA. Si j'ai fait le choix de lancer une procédure de délégation du MMA, c'est pour sa reconnaissance. C'est pour libérer, encadrer et développer sa pratique. Et le dossier était resté en haut de la pile. Et du coup, quelques mois après, c'est arrivé, quoi. Les arts martiaux mixtes entrent enfin dans la lumière. Au-delà de l'impact structurel et économique, la légalisation en France permet la chose la plus essentielle pour les combattants, l'accès à la compétition. La compétition, c'est, même si c'est une compétition amateur, même si c'est le championnat d'Île-de-France, en classe C, en ce que tu veux, la compétition, ça représente quelque chose. C'est là où on se met vraiment à l'épreuve, en combat avec une vraie opposition. Je suis quelqu'un qui avance par un objectif. Et si j'ai un objectif, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Et ouais, c'est le défi ce dépassement de soi, en fait, d'aller toujours plus loin et de me dire j'ai pu le faire. Quand je combats en MMA, on va dire en moyenne, je sais 2 mois avant qui je vais rencontrer. Pendant 2 mois, mon adversaire, je pense plus à lui qu'à ma propre femme. Il fait partie de ma famille. Parce que je me réveille en pensant à lui. Toute la journée, je pense à lui. Je regarde ses vidéos toute la journée. Et je me couche en pensant à lui. Pendant 2 mois. Moi, c'est vrai que je regarde tardivement mon adversaire. La regarder, je vais m'obstiner à me dire « Ah, elle va faire ça, ça, ça », alors qu'en vrai, si ça se trouve, elle aura travaillé quelque chose d'autre. Donc, mes 2 entraîneurs, eux, ils savent exactement son profil, sa capacité, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne fait pas, d'où elle vient. Et à partir de là, je dois faire entièrement confiance sur la stratégie que je vais aborder sur ce combat. Tout ce que je sais, c'est que là, je mets tout en œuvre pour y arriver. Je m'entraîne dur. Ils me disent « Fais ça, je fais ça ». Et à partir de là, je vais m'organiser pour vraiment avoir quelque chose de clair le jour du combat. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils regardent un combat de 15 minutes, pour eux, il n'y a que ces 15 minutes qui comptent, en fait. Ce qui se passe en amont, déjà, ils ne sont pas au courant, mais ils s'en foutent complètement. Les 2 personnes, les 2 combattants qui rentrent dans la cage, c'est des êtres humains comme n'importe quel être humain, et avec leur histoire, avec leurs problèmes, avec leurs problèmes existentiels et tout ça. Et c'est vrai que pour arriver à être performant dans l'octogone et donner le meilleur de soi, il faut qu'on ait pavé un chemin jusqu'au jour J
qui soit le plus serein possible. Et c'est très compliqué en fait. Laetitia, tu dis ton nom. On se cache pas derrière son petit doigt. Tu lui rentres dedans, tu l'amènes au sol. Tu mets un coup, le coup que tu veux, je m'en fous. Un coup et tu rentres. Un coup et tu rentres. En fait, il n'y a plus rien qui existe et tu te retrouves vraiment dans un présent. Quand tu veux la blotte, c'est quand tu veux la blotte. En plus de tout ça, tu le coupes avec une pique d'adrénaline extraordinaire. Prends ton temps s'il faut, prends ton temps. C'est des sensations terribles parce que tu as peur. La peur fait partie du package, mais finalement, une vie sans danger, c'est pas très agréable. C'est même, je pense que c'est insignifiant d'ailleurs. C'est comme Icare. Ça brille, mais on va s'en rapprocher. Parfois, nos ailes de cire en prennent un coup. Mais bon, ça fait du bien, on vole. Son adversaire dans le coin, rouge, une spécialiste en judo. Il y a tout un tas de choses qui fascinent les spectateurs qui regardent un combat de MMA. Déjà, c'est la bravoure des mecs, parce que c'est une bravoure, c'est un courage qui est hors du commun. C'est pas tout le monde qui va avoir les couilles de monter dans une cage. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est Laetitia Blo. La meilleure arme du combattant, c'est son cerveau. Tu peux avoir les meilleurs kicks, les meilleurs coups de poing, tout ce que tu veux. Si ton cerveau il est pas au bon endroit, ça sert à rien. Voilà, t'es coincé contre la cage. En général, ta tête, elle se tourne parce que l'autre se presse. Tes bras, ils commencent à tétaniser, à fatiguer. Et là, tu te fais, tiens, qu'est-ce que je fous là? Tu regardes le temps, tu fais, encore 2 minutes? À ce moment-là, t'as vraiment pas envie d'être là. T'as envie d'être chez toi, dans le noir, sous tes couvertures. T'as envie d'être loin. C'est des phrases qu'il faut vite éjecter de sa tête. Essayer de se remotiver avec d'autres phrases positives. Parce qu'après, c'est filmé, tu vois. Les gens, ils vont dire, mais t'es nul. Toute ta vie, tu t'as dédié ta vie à ça et c'est pour ça que c'est ça le résultat. C'est pas terrible. Bon. Donc, voilà, il faut se battre. Comme disait Shuriken dans une de ses chansons, même vaincu, on se jettera dans la bataille pour l'honneur comme un samouraï. Mesdames et messieurs, à l'unanimité, match nul. Encore une fois, c'est un avertissement. Parce que c'est pas un rouge. C'est un match nul. 2 victoires, 0 défaite, 1 nul. C'est bon. Ce qu'il faut pas, c'est le rouge. C'est tout. Là, on est toujours sur 2 verts. On va continuer. Il faut bosser, c'est tout. C'est pas il faut bosser plus, c'est il faut juste bosser. Continuer en fait. Tu veux pas te doucher un peu de l'eau chaude? Une page se tourne. À l'avenir, les compétitions, sponsors et droits télévisés auront définitivement fait du MMA un sport fréquentable en France. On oubliera l'époque où les combattants étaient vus comme des têtes brûlées et la cage le théâtre d'un spectacle obscène. Accepter le MMA, c'est accepter la part de violence qui sommeille en chacun de nous et de la sublimer. En STAPS, j'avais un prof de psychosociaux qui nous avait cité un gars qui disait en gros que le sport, c'était le meilleur dérivatif que l'homme avait trouvé à la violence. Même quand tu t'affrontes en ping-pong, il reste que c'est un affrontement duel. Il y a un vainqueur, un perdant. C'est pas très différent en réalité.
Tu prends n'importe quel gamin de n'importe quelle culture, de n'importe quel pays, tu le mets dans une cour de récré avec d'autres gamins, des garçons, ils vont se taper au bout d'un moment. À un moment donné, ça va chiffonner dans tous les sens, ça va se jeter par terre, parce que ça fait partie de nous. On veut dominer l'autre. Parce que c'est comme ça, c'est le cycle de la nature. Les hommes ont toujours fait ça de tout temps. Et en Occident, on a plus ce loisir, entre guillemets, de l'exprimer. Alors on peut faire un peu de vélo, on peut faire de la peinture, on peut faire de la natation, du football. Mais il manque quelque chose. Il manque de se mettre face à quelqu'un, de lui sauter dessus et de se battre. Mais il y a quelqu'un qui est d'accord, tu vois? Il y a une promesse magnifique de deux personnes qui se sont... qui ont vécu l'un avec l'autre à distance parce qu'ils allaient se rencontrer sur un truc émotionnellement très très fort. Et quand c'est fini, eh ben, on se retrouve et puis on échange et ce qui naît derrière, c'est de l'amour en fait. C'est incroyable de le dire comme ça, mais c'est ça qui se passe. Mais moi je dis, mais merci Dieu que j'ai fait ce truc-là. Parce que je n'aurais jamais pris conscience de ce à côté de quoi j'étais en train de passer. Et si ce n'avait pas été aussi violent, je ne l'aurais pas perçu. Et sincèrement, j'aurais dit, mais je suis passé à côté de ma vie. Et je n'ai pas vu ça, je suis passé à côté de ma vie.